Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette webconférence organisée par Eurazeo pour ses actionnaires. À mes côtés, Philippe Audouin, qui est donc directeur général finance et membre du directoire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Aldo, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux de pouvoir faire cette deuxième édition de cette webconférence. Cette fois-ci, nous la faisons avec un expert, puisque Aldo est responsable de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Absolument, et nous sommes en tant que fédération ravis d'être parmi vous ce soir, de pouvoir avoir l'occasion de poser les questions des actionnaires individuels à un membre du comité exécutif, du directoire, et dans des conditions qui sont finalement très proches des échanges que vous pouvez avoir avec les professionnels, ce qui est un grand privilège et une occasion qu'il faut absolument ne pas rater. Alors justement, vous avez décroché, si je puis dire, du magazine de revenus, le trophée de bronze de la meilleure communication numérique vers les actionnaires particuliers. Alors cette attention que vous portez, et ça je peux en témoigner, puisque nous participons à beaucoup de réunions que nous organisons ensemble à travers toute la France, cette attention que vous avez depuis longtemps envers les actionnaires particuliers, est-ce qu'elle est due à cette géographie un peu particulière du capital ? C'est vrai que Eurazeo a une relation historique avec les actionnaires individuels. D'abord, c'est une société à caractère très familial. Nous avons 3 grandes familles au capital d'Eurazeo. Michel David Veil et sa famille et ses proches, la famille Decaux qui a pris une participation importante, et puis la famille Richardson qui est là depuis plus de 40 ans et qui nous accompagne avec beaucoup de fidélité. Une famille marseillaise, je crois. C'est une famille marseillaise. Mais au-delà de ces 3 grandes familles, nous avons plus de 20 000 actionnaires particuliers au capital d'Eurazeo, et nous souhaitons développer cet actionnariat qui est un actionnariat de long terme, un actionnariat de qualité pour les entreprises. Et pour ce faire, il n'y a pas de raison de les traiter moins bien qu'on le ferait pour des actionnaires institutionnels. Et c'est pour ça que nous organisons ces webconférences, pour vous permettre d'avoir presque en même temps, parce que malheureusement on ne peut pas se dédoubler, mais presque en même temps toutes les informations à l'occasion de nos communications semestrielles et annuelles. Alors ce soir, vous avez invité vos actionnaires à se connecter à cette webconférence et à poser leurs questions, mais vous avez aussi eu la gentillesse d'inviter les membres de la F2IC. Alors peut-être que parmi eux, il y a un certain nombre qui ne connaissent pas aussi bien le groupe Eurazeo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot quand même avant qu'on entre dans le vif du sujet? Bien sûr, bien volontiers. Eurazeo, c'est un des leaders européens du private equity. Nous accompagnons des entreprises de toute taille. Nous commençons au niveau du capital risque pour des entreprises qui se créent, puis des entreprises en période de forte croissance, puis des PME et puis des grandes entreprises aussi. Aujourd'hui, ce sont à peu près 380 entreprises que nous accompagnons soit en capital, soit en dette dans l'ensemble du groupe. Et Eurazeo, qui est une société ancienne, on a été créé en 1881, a la chance d'avoir quelques caractéristiques qui la distinguent de beaucoup d'autres sociétés. La première, c'est que nous développons un modèle qu'on appelle modèle dual, qui s'appuie sur des fonds, des ressources pour compte de tiers et sur le bilan d'Eurazeo. Et Eurazeo a un bilan solide. Nous avons à peu près 6 milliards d'actifs sur notre bilan. Et ça nous permet d'accompagner les entreprises dans la durée. On n'est pas obligé de tourner très très vite, vous voyez, dans notre capital. La deuxième caractéristique particulière, c'est qu'on a un engagement très fort en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Ça n'est pas un engagement nouveau. Nous sommes engagés dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans, à un moment où personne n'en parlait. Alors aujourd'hui, c'est à la mode, tout le monde veut en être. Mais pour nous, c'est un engagement de long terme et on l'a fait par conviction au démarrage. On a travaillé sans communiquer, mais le résultat, c'est qu'Eurazeo est aujourd'hui la seule grande société d'investissement cotée dans le monde qui figure dans les 5 principaux indices de private equity.
Donc aujourd'hui, nous sommes un investisseur de premier plan, un groupe multispécialiste en private equity, en immobilier, en dette privée et en mandat et fonds dédiés. Et puis pour les actionnaires individuels, au fond, Eurazeo, c'est une porte d'accès au private equity avec un titre coté liquide. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Philippe pour cette présentation succincte, mais nous allons rentrer dans le détail maintenant. Alors, nous allons passer au programme, donc quatre grandes parties. L'évolution stratégique, parce que l'année 2018 a été une année importante dans l'histoire de votre groupe. L'activité d'investissement. Les chiffres de l'année qui vient de s'écouler et que vous venez de présenter au marché. Et enfin, nous parlerons des perspectives d'avenir, parce que la bourse, c'est finalement toute affaire d'anticipation. Alors, une précision pour les actionnaires qui sont avec nous ce soir. Il y a sous la présentation un cadre sur lequel vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Nous les poserons en deuxième partie de présentation. Mais s'il vous plaît, soyez brefs, parce que nous allons peut-être avoir beaucoup de questions à traiter. Alors, l'année 2018, passons maintenant aux orientations stratégiques du groupe. L'année 2018 en la matière a été particulièrement dense. L'année 2018 a été très dense, oui, à la fois parce que ça a été une année avec des évolutions stratégiques profondes qui vont marquer l'entreprise durablement, également parce que sur le plan de notre métier d'investisseur, ça a été une année très active, beaucoup d'acquisitions, beaucoup de cessions. Et puis enfin, une année aussi où nous pouvons, une fois encore, publier des chiffres de qualité. Donc effectivement, 2018 a été une année importante pour Eurazeo. Alors, ce qui caractérise particulièrement l'année, c'est la rapide accélération de votre activité de gestion pour compte de tiers, puisque vous frôlez maintenant les 11 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus important que ce que vous faites en gestion pour compte propre. Alors, qu'est-ce que ça a amené comme conséquence pour Eurazeo et surtout, et aussi pour ses actionnaires? Le développement de la gestion pour compte de tiers, c'est un axe stratégique que nous avons commencé il y a maintenant plus de 10 ans, en 2006-2007. Mais effectivement, il s'est considérablement accéléré en 2018. Ce modèle, qu'on appelle encore une fois un modèle dual, présente beaucoup d'avantages pour nos actionnaires. D'abord, la part de fonds propres importante donne une certaine stabilité, réduit les risques pour nos actionnaires et nous permet d'accompagner nos investissements dans la durée. Les fonds que nous gérons pour le compte d'investisseurs tiers, eux, d'abord nous permettent d'accélérer le développement de Eurazeo, nous permettent également d'aller chercher des catégories d'investissement que nous n'aurions pas forcément si nous ne gérions que notre propre bilan, notamment des opérations par exemple de taille plus importante. Et puis, cet argent que nous gérons pour le compte de tiers génère des management fees, génère des commissions de performance, donc des commissions de gestion et des commissions de performance, pour parler français, et donc des revenus récurrents pour Eurazeo, et donc une meilleure visibilité dans le temps de nos revenus. Et puis ça contribue aussi à réduire la volatilité d'Eurazeo. C'est important pour nos actionnaires. Un titre moins volatile est un titre plus attractif pour le marché. Et donc ça contribue à réduire les risques. Ce que nous cherchons encore une fois à offrir, c'est un couple rendement-risque le plus attractif possible pour nos actionnaires. Alors je présume que le déploiement de cette stratégie explique vos investissements dans Idinvest et Rhône Capital. Absolument, ce sont deux opérations qui s'inscrivent parfaitement dans cette stratégie, mais deux opérations différentes néanmoins. Dans le cas d'Idinvest, Idinvest nous apporte 3 métiers complémentaires sur lesquels nous n'étions pas présents. Dans le segment du private equity, le segment capital risque, qu'on appelle venture en anglais, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, on appelle ça parfois fonds de fonds également, qui sont 3 nouveaux segments d'activité. Par ailleurs, Idinvest nous apporte aussi une puissance qui permet d'accélérer notre capacité de levée de fonds, ce qui est important. Beaucoup de complémentarité.
Et puis l'équipe d'Idinvest, qui est une équipe de premier plan, qui est très reconnue sur le marché. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein du groupe Eurazeo, parce que nous sommes dans un métier de personnes, hein, et c'est la qualité des personnes qui fait la qualité de l'entreprise. S'agissant de Rhône Capital, Rhône, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un grand fonds transatlantique qui a à peu près la moitié de ses équipes, une grosse moitié basée à New York, une petite moitié basée à Londres. Et Rhône nous permet d'accélérer notre ancrage transatlantique. Vous savez qu'on est présent à New York en direct aussi avec des équipes Eurazeo. On a également, Rhône, c'est un peu le pendant, si vous voulez, de Eurazeo Capital, c'est-à-dire chez Eurazeo, l'équipe qui s'intéresse aux entreprises de taille les plus importantes. Et donc on a beaucoup de synergies possibles entre ces deux entités. Et donc voilà, c'est un élargissement, mais un élargissement avec beaucoup de synergies et une accélération du développement international. D'accord. Donc on parlait tout à l'heure de l'importance de cette année 2018. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2018, Eurazeo a changé de dimension ? Oui, vous l'avez un peu évoqué vous-même. Il y a eu une forte croissance de la gestion d'actifs qui est passée d'un peu plus de 7 milliards à fin 2017 à 17 milliards à fin 2018. Et ceci, c'est la combinaison à la fois des opérations d'acquisition, de croissance externe dont nous venons de parler, mais aussi de très grands succès en matière de levée de fonds, puisque nous avons levé plus d'1,6 milliard en 2018 et même 2,3 milliards si j'inclus les opérations qui ont été réalisées depuis la fin de l'année jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est clairement un changement de dimension, une multiplication par 2,5 des fonds gérés par le groupe Eurazeo. D'accord. Alors après avoir brossé ce panorama sur la stratégie du groupe, passons, si vous le voulez bien, à votre activité d'investisseur. Alors, 2009. Alors, Eurazeo a connu cette année une rotation d'actifs importante, avec un niveau particulièrement élevé de cession. Et qu'est-ce que en a été les résultats ? Globalement, au niveau du groupe Eurazeo, nous avons cédé pour environ 3 milliards 100 d'euros. Et puis nous avons acheté toujours au niveau du groupe ou investi en dette pour également environ 3 milliards 100. Maintenant, si on regarde la part qui est portée par le bilan d'Eurazeo, on s'aperçoit que nous avons cédé pour 1,4 milliard et nous avons investi pour 740 millions d'euros. Donc on a effectivement été beaucoup plus vendeurs qu'acheteurs au cours de l'année 2018. Je crois que c'était le bon moment, les marchés sont de bons marchés pour les vendeurs, et donc on a saisi ce bon rythme, cette bonne opportunité de marché. S'agissant des cessions, celles-ci se sont faites plutôt dans de bonnes conditions. Notre multiple moyen sur l'ensemble des cessions réalisées est dans la moyenne du multiple que nous avons réalisé au cours des 17 dernières années, puisqu'on est proche de 2 fois cash on cash, c'est-à-dire 2 fois, ça veut dire que quand on a investi 100, on a cédé 200. On est très précisément à 1,9 fois, y compris la cession de Desigual, qui a été un investissement un peu plus difficile, moins profitable que d'autres. Hors Desigual, compte tenu de cette opération, notre multiple aurait été de 2,6 fois sur le périmètre Eurazeo. Cette création de valeur, ça a été le fruit d'un travail très important réalisé par les équipes. Je vous avais déjà dit un mot lors de notre dernière webconférence de la société Asmodée, une très jolie société dans le domaine du jeu que nous avions acheté il y a 4 ans, que nous avons cédé l'année dernière. Et en 4 ans, nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 4, mais multiplié aussi notre investissement par 4. Je n'y reviens pas, mais ça n'est pas un cas isolé. Nous avons d'autres beaux exemples de transformation, et ceci dans nos différentes branches d'investissement. Ainsi, par exemple, chez Eurazeo Croissance, nous avons cédé l'an dernier la société PeopleDoc, une très belle société du domaine de la technologie, sur laquelle nous avons réalisé un multiple de 2,5 fois et un taux de rendement interne de 36% par an pendant notre présence dans cette société. Et puis chez Eurazeo PME, nous avons réalisé 2 cessions au cours de l'année dernière,
Odéalim, dans le domaine de l'assurance, sur lequel nous réalisons un multiple de 2 fois et 41% de TRI, et Vignal, qui est un bel exemple, je vais vous en dire juste 2 mots. C'est un bel exemple parce que c'est la transformation d'une PME en ETI. Vous savez, en France, on a beaucoup de PME et parfois elles ont du mal à franchir l'étape qui leur permet de monter à celui de ETI. Et Vignal en est une belle illustration. C'est une entreprise industrielle basée dans la région de Lyon à l'origine, qui fournit c'est un des leaders mondial d'ailleurs, de la signalisation et de l'éclairage pour les véhicules industriels et commerciaux. C'est une participation qui avait été acquise en 2014 par Eurazeo PME. Et l'idée, c'était d'accompagner la montée en puissance de cette société avec des nouvelles technologies, notamment l'intégration des LED dans ce type d'éclairage, l'élargissement de la gamme de produits, élargissement des marchés finaux, et puis le développement à l'international et en particulier hors d'Europe. Et vous en voyez les chiffres actuellement à l'écran. Le chiffre d'affaires est passé de 48 millions à plus de 115 millions d'euros aujourd'hui, par croissance interne et par croissance externe. Et ce qui était à l'origine un leader en Europe, nous l'avons aidé à se développer outre-Atlantique, puis en Asie. On a construit une usine flambant neuve à Shanghai. Nous avons construit une très belle usine toute neuve également près de Lyon à Corbas. Et le résultat de cet investissement, finalement, c'est un produit de cession de près de 120 millions d'euros pour Eurazeo, un multiple de 2,8 fois notre investissement, 28% de taux de rendement interne, et puis, comme je le disais, 2 usines créées avec les emplois qui vont avec, une en Chine, mais aussi une à Lyon, près de Corbas. Alors, vous avez dit tout à l'heure que 2018 a plutôt été une année de cession que d'acquisition, que les cessions étaient plus importantes. Enfin, vous avez quand même réalisé une dizaine de cessions qui sont venues se rajouter à votre bilan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, nous avons effectivement une petite dizaine d'acquisitions qui sont venues se rajouter. Chez Eurazeo Capital, nous avons acquis une majorité dans une compagnie d'assurance, une très belle société, très solide, spécialisée sur les risques industriels, qui s'appelle Albingia. Chez Eurazeo PME, nous avons fait 2 investissements. Un dans la société Vitaprotec, qui fait des systèmes de contrôle d'accès et de sécurité, un secteur d'activité particulièrement porteur aujourd'hui. 2 RH Group, un spécialiste reconnu de la protection des équipements de moto et de sport. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des motards, mais vous connaissez tous les casques Shark, par exemple. Ça fait partie de ce groupe 2 RH. Chez Eurazeo Patrimoine, donc, qui s'intéresse aux actifs tangibles, notamment l'immobilier, nous avons investi dans un grand groupe de cliniques français qui s'appelle C2S, qui exploite 11 cliniques privées, dont la célèbre clinique du Parc à Lyon. Et depuis notre entrée en début d'année 2018 dans ce groupe, nous l'avons aidé à réaliser 3 autres acquisitions. Nous avons acquis également un très bel ensemble de bureaux Highlight qui se trouve sur les quais de la Seine à Courbevoie, 24 000 m². Nous avons créé une joint venture en Espagne avec la société Dasia. La joint venture s'appelle Daseo pour investir dans des immeubles de logement notamment et dans des centres-villes en Espagne. Et puis nous avons réalisé un premier investissement dans un très bel immeuble qui vient juste de se clôturer d'ailleurs en Angleterre, un immeuble qui s'appelle Houston. Chez Eurazeo Croissance, donc l'entité chez nous qui s'occupe des entreprises à très fort potentiel de croissance, nous avons investi dans Content Square, une plateforme d'analyse et d'optimisation par l'intelligence artificielle, notamment de l'expérience digitale pour les marques. Et puis Back Market, une très belle société qui est une place de marché dédiée aux produits électriques et électroniques remis à neuf et certifiés. Enfin, chez Eurazeo Brands, aux États-Unis, nous avons fait un investissement dans une marque américaine iconique de maquillage. Alors, ce n'est pas notre cœur de cible, avouez-moi, Aldo, qui s'appelle Pat McGrath. C'est une des meilleures ventes chez Sephora aux États-Unis. Voilà, donc et à ces investissements, à cette dizaine d'investissements, on peut ajouter pas moins de 32 build-up, c'est-à-dire des acquisitions qui ont été faites par les sociétés dans lesquelles nous sommes déjà investis. D'accord, et bien maintenant Philippe, nous arrivons à la fin de la première partie de notre webconférence
Et comme on l'a indiqué au début, il y a déjà un certain nombre d'actionnaires qui ont posé des questions. Si vous le permettez, avant que nous passions aux résultats chiffrés, je voudrais vous en poser une. Alors, surtout que c'est une question intéressante parce que qui fait un peu référence à ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Il y a de plus en plus de capitaux inemployés, de fonds disponibles à investir, et donc de plus en plus de concurrence. Quels sont les atouts qui font qu'Eurazeo peut espérer continuer à réaliser de bons investissements et à créer de la valeur pour ses actionnaires? Alors c'est effectivement une bonne question. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent sur les marchés. On parle même de bulles, parfois, de bulles des actifs. Oui, je pense que dans notre secteur, c'est un peu exagéré de parler de bulles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent, et puis c'est vrai que les actifs, globalement, sont chers. Donc il faut être très sélectif dans le processus d'investissement. Pour ça, nous avons depuis maintenant pas mal d'années travaillé dans deux directions. La première direction, c'est qu'on a voulu se doter chez Eurazeo d'une ressource dédiée pour ce que l'on appelle le sourcing, c'est-à-dire la recherche d'investissement. Et ceci nous permet, dans de nombreux cas, d'être assez en avance dans les processus de cession et donc de pouvoir construire un certain avantage concurrentiel sur ce secteur. La deuxième chose, c'est qu'avec le développement, avec la croissance d'Eurazeo, nous avons cherché à élargir les opportunités d'acquisition pour Eurazeo et on l'a fait de deux façons différentes. D'abord, en créant des stratégies d'investissement comme Eurazeo Patrimoine, Eurazeo PME, Eurazeo Brands, Eurazeo Croissance, qui nous permettent d'aller vers des tranches d'investissement ou des tranches d'actifs dans lesquelles nous n'étions pas présents précédemment. Donc ça contribue à élargir le champ de nos opportunités. Et la deuxième voie, c'est l'international. C'est-à-dire que là où nous étions il y a quelques années un acteur essentiellement franco-français, Eurazeo, aujourd'hui, est un acteur transatlantique. Nous avons un peu plus d'une quinzaine de personnes à New York. Nous avons déjà investi pas loin de 700 millions d'euros en 2 ans aux États-Unis. Nous avons investi en Espagne, nous avons investi en Italie, dans différents pays. Donc ça aussi contribue à élargir le champ d'investissement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a deux éléments peut-être plus globaux qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est qu'on constate aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises à la recherche de capitaux se tournent vers des acteurs de private equity plutôt que vers la bourse. Au cours des 10 dernières années, le nombre de sociétés cotées aux États-Unis a baissé de près de 20-25%, et c'est la même chose en Europe. Pour plein de raisons, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne trouve pas toujours ce que l'on cherche, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, ça coûte de l'argent, etc. Alors qu'un acteur de private equity, lui, il peut apporter des fonds, mais pour nous, c'est le plus facile d'apporter des fonds à nos sociétés. Surtout, on peut les accompagner dans leur développement. On peut les aider à se développer à l'international. On peut les aider à faire des acquisitions. Donc, on leur apporte beaucoup de choses que la bourse ne pourrait pas leur apporter. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il y a plus d'argent, mais oui aussi, le marché du private equity s'est considérablement élargi. En Europe, il y a 2500 sociétés cotées qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a près de 30 000 non cotées qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans les années qui viennent, pratiquement toutes ces sociétés connaîtront soit un sujet de transition managériale ou capitalistique. Et là, un acteur de private equity comme Eurazeo, surtout un acteur qui peut les accompagner dans la durée, peut être un très bon partenaire pour les aider, comme je l'expliquais à l'instant pour Vignal, à passer du stade de PME à ETI ou d'ETI à plus grande entreprise. Écoutez, merci Philippe pour ces précisions. Maintenant, nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission et nous allons passer aux résultats chiffrés 2018. Alors, à présent, regardons l'année sous l'angle des résultats. Comment se portent les entreprises du portefeuille ? Le groupe Eurazeo a publié des chiffres que je qualifierais de qualité dans un environnement, je dirais, économique et social plutôt contrasté.
l'année 2018 n'a pas été une année facile, surtout pour la deuxième partie de l'année. Notre chiffre d'affaires économique, le chiffre d'affaires économique, c'est le chiffre d'affaires consolidé du groupe, plus la part proportionnelle du chiffre d'affaires généré par les sociétés que nous consolidons par mise en équivalence. Ce chiffre d'affaires économique a progressé de 11% à périmètre Raseo constant et taux de change constant, beaucoup plus que le marché et l'environnement économique. Et si on se limite aux sociétés que nous n'avons pas cédées, celles qui sont encore dans le portefeuille aujourd'hui, qui au fond sont plus représentatives, puisque c'est celles qu'on a encore pour l'avenir, la croissance est même de 12,6%. En termes de résultats, l'excédent brut d'exploitation de ces sociétés, ce qu'on appelle l'EBITDA, a progressé de 10,3%, encore une fois à périmètre Raseo constant et taux de change constant, et même de 13,1% pour les sociétés que nous avons conservées. Donc ce sont de très bons chiffres. Cependant, la contribution nette des sociétés du groupe est en légère baisse en 2018, du fait de la hausse d'amortissement dans un certain nombre de sociétés, et puis d'effets de saisonnalité dans des groupes qui génèrent une grande partie de leurs résultats plutôt sur la deuxième partie de l'année, enfin la première partie de l'année, pardon, et qui ont fait des acquisitions en cours d'année. Donc c'est plutôt la partie qui génère des coûts qui impactent évidemment les comptes 2018. Alors maintenant, votre présentation de résultats intègre deux autres contributions, votre activité d'investissement et votre activité de gestion d'actifs. Alors est-ce que c'est pour refléter le nouveau modèle du groupe et votre nouvelle stratégie? Oui, tout à fait. C'est pour refléter ce que nous sommes aujourd'hui. Vous savez que Raseo a toujours eu un souci de transparence et nous essayons d'offrir à tous nos actionnaires la meilleure transparence possible. Nous avons aujourd'hui trois composantes dans notre compte de résultats. La première, c'est la contribution des sociétés. Nous venons d'en parler. Et sur celle-ci, il n'y a pas de changement. Ensuite, nous avons l'activité d'investissement dont les produits se composent essentiellement de plus-values, de dividendes et puis de quelques prestations refacturées à nos sociétés. Pardon, moins les coûts. Cette activité d'investissement a généré 262 millions d'euros de résultats cette année. S'agissant des plus-values dont je parlais à l'instant, il reste à un niveau très élevé, 548 millions en 2018. Mais nous avons pris cette année une position prudente pour deux de nos sociétés pour lesquelles nous avons passé des dépréciations. Il s'agit de MKD, qui est une société qui fabrique et qui distribue du linge de maison chez Euraseo PME, et puis Europcar, bien que nous sommes convaincus qu'Europcar continue et va continuer de créer de la valeur pour ses actionnaires, et puis elle a publié de très bons chiffres, mais le cours reste à un niveau assez bas et notre prix de revient était à un niveau plus élevé, donc nous avons aligné notre prix de revient sur le cours de bourse autour de 8 euros par action. Et puis troisième contribution, c'est la contribution de l'activité de gestion d'actifs. Donc c'est là où nous trouvons effectivement les commissions de gestion, les commissions de performance de cette activité, moins les coûts qui lui sont affectés. Au global, le résultat net part du groupe ressort à 261 millions d'euros, après prise en compte des éléments non récurrents, des impôts et des charges calculées de consolidation. Et du côté du bilan, toujours pas de dette, toujours une structure aussi solide? Alors vous savez que ça c'est un marqueur de Raseo. Hein. Le fait de conserver une structure financière solide est quelque chose que nous avons depuis très longtemps et que nous conservons effectivement. Notre trésorerie à fin 2018 se montait à 428 millions d'euros et même 800 millions d'euros pro forma des opérations qui se sont réalisées depuis la fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas de dette. Il n'y a pas de dette structurelle sur le bilan de Raseo. Et nos fonds propres sont très importants. C'est un vrai facteur différenciant. Et ils ont franchi cette année le cap des 5 milliards d'euros. Et ça donne quoi pour l'actionnaire alors? Alors pour l'actionnaire, c'est une progression de l'actif net réévalué par action de 5,7%, dividendes compris, 4,2% hors dividende à 77,5 euros par action. De façon plus importante, la création de valeur sur notre portefeuille se monte à 8%, c'est-à-dire la création de valeur apportée par nos sociétés non tenues de la trésorerie, qui elle évidemment
ne rapporte pas grand-chose aujourd'hui. Toutes nos business units ont contribué positivement à cette création de valeur. Je dois dire que la création de valeur a été impactée par la variation de nos titres cotés, Elis, Europecard en particulier, qui globalement ont baissé de 10% sur la période. Si je mets de côté les titres cotés, je ne les mets pas de côté parce que je ne veux pas en parler, mais simplement pour bien comprendre quelle est la dynamique des sociétés non cotées du portefeuille, la progression se monte à 15,3% de progression de valeur pendant l'année. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nos actifs plus jeunes représentent aujourd'hui 25% de l'actif net réévalué. Pardon, les stratégies récentes, celles que nous avons créées récemment, donc vous les avez à l'écran, Euraseo Patrimoine, Euraseo PME, Euraseo Croissance et Euraseo Brands. Et ces quatre entités-là ont généré 23% de création de valeur au cours de l'année 2018. Et puis pour l'avenir, eh bien, une grande partie de nos sociétés sont toutes jeunes encore dans notre portefeuille. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez ici le pourcentage de sociétés qui sont dans notre portefeuille depuis moins de 2 ans dans chacune de nos stratégies. Et comme vous le voyez, elles recèlent tous un potentiel de création de valeur important pour le futur. Pour l'actionnaire, 2018, c'est 64 millions d'euros de rachat d'actions, 1,3% du capital, qui a été annulé et donc qui a un impact relatif pour tous nos actionnaires. Et il sera proposé à la prochaine Assemblée générale la distribution d'un dividende d'1,25 € par action et l'attribution d'une action gratuite pour 20. Le dividende Euraseo, c'est une progression par action en moyenne de 6,2% par an au cours des 17 dernières années. Et je souligne que notre dividende n'a jamais baissé, n'a jamais été interrompu, même pendant la crise. Alors, dans les questions que nous envoient les internautes et qui apparaissent sur la tablette qui est devant moi, il y a un certain nombre d'internautes qui reconnaissent la qualité de l'activité, de la gestion, des résultats, mais qui regrettent quand même que cette reconnaissance ne soit pas perceptible sur le marché et que l'action ait un parcours moins glorieux qu'en 2017 par exemple. C'est vrai, 2018, le marché n'a pas récompensé tout le travail dont je viens de parler, puisque notre cours a baissé au cours de l'année 2018. Alors, il avait beaucoup monté. Voilà, il faut le replacer dans la durée. Il avait progressé de près de 50% en 2017. J'adorerais qu'on puisse progresser de 50% tous les ans, mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Sur 2 ans, le retour total d'Euraseo pour l'actionnaire a été de 27%, contre 3% pour le CAC 40. Donc ça reste une performance solide. Et ça, c'est 27%, c'est hors dividende ou en intégrant le dividende? En intégrant le dividende. C'est le retour total pour l'actionnaire, mais on compare avec le CAC également, dividende réinvesti, donc c'est bien en périmètre comparable. Ce que l'on peut dire sur ce sujet, c'est que, y compris sur longue durée, vous le voyez à l'écran, le retour annualisé pour l'actionnaire a été de 18% en moyenne par an contre 5% pour le CAC. Le volume quotidien moyen traité a progressé depuis 2013 de 8 millions d'euros par jour à 15 millions d'euros par jour. Donc Euraseo est aujourd'hui un titre liquide et c'est très important pour nos actionnaires. Et la volatilité, je le disais en préambule, a baissé considérablement puisqu'elle est passée de plus de 30% à environ 18% aujourd'hui. Mais j'espère que 2019, effectivement, permettra de renouer avec cette progression importante du cours d'Euraseo. Et puis ce qu'on constate également, et ça c'est important aussi, c'est une réduction tendancielle de la décote qui accompagne, j'ai envie de dire, la transformation d'Euraseo. Le fait que la société soit moins volatile, avec plus de visibilité, qu'elle crée de la valeur de façon démontrée année après année dans son portefeuille, conduit le marché et les analystes
D'ailleurs, la dernière note qui est parue ce matin de Société Générale donne un objectif de cours sans aucune décote à Euraseo. D'accord. Alors maintenant, la deuxième partie de notre émission s'achève. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'avenir avant que nous passions à la séance de questions-réponses? Alors l'avenir, si j'ose dire, a commencé un peu sur les chapeaux de roue pour 2019, puisque nous avons annoncé une très jolie acquisition chez Euraseo PME dans la société FESO. Nous avons cédé ou confirmé, puisque ça s'est finalisé, la cession de la société Neovia au mois de février. Nous avons également réalisé le premier closing de notre fonds de co-investissement Euraseo Capital 4 pour 500 millions. Donc déjà des événements considérables qui ont été réalisés depuis le début de l'année. Pour l'avenir, effectivement, on va continuer d'investir et il est très possible que nous ayons de ce côté-là des bonnes nouvelles à vous annoncer dans un avenir plutôt proche. Je ne peux pas malheureusement vous en dire plus ce soir, tout en restant très sélectif dans notre politique d'investissement. Nous allons continuer également d'élargir le champ de nos investissements à l'international. Évidemment, nos équipes restent complètement mobilisées pour continuer d'accélérer le développement des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. C'est ça le cœur du moteur. Et puis, on va continuer également d'utiliser notre bilan pour accélérer le développement, notamment d'Idinvest, et nourrir les stratégies d'investissement, et de ce fait créer en même temps de la valeur dans cet investissement qui est aussi Idinvest. Très bien. Eh bien, écoutez, notre émission maintenant, enfin la première partie de notre émission s'achève, et je vous propose que nous passions à la séance de questions-réponses et que nous commencions à prendre les questions des internautes. Bien, alors, plusieurs questions à propos des États-Unis. Vous avez plusieurs fois parlé de l'internationalisation, un mouvement qui a tendance à s'accentuer chez Euraseo. Alors, où en êtes-vous 3 ans après? En raison du partenariat avec Rhône, faut-il s'attendre à davantage d'acquisitions aux États-Unis? Et quels sont les prochains développements sur Brands? Alors, les États-Unis, c'était, quand nous avons lancé ce projet qui a été porté à l'origine par Virginie Morgon, qui est partie s'installer à New York avec sa famille, ses enfants et avec 2 autres personnes de Raseo, c'était beaucoup un point d'interrogation. Au fond, qu'est-ce qu'on allait faire aux États-Unis? Les États-Unis n'ont pas attendu Raseo pour faire de l'investissement. Mais on était convaincus qu'on avait quelques cartes, quelques spécificités à jouer sur le marché américain. Et de fait, nous avons pu rentrer très vite dans ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire les opportunités d'investissement aux États-Unis. Et nous avons d'ores et déjà réalisé 4 investissements, 2 au titre de Raseo Capital, donc dans des sociétés d'une taille relativement importante, et 2 au titre de Raseo Brands, dans des sociétés qui portent des marques consumer. Donc c'est une très belle réalisation. Raseo Brands, d'ailleurs, a été créée à l'origine aux États-Unis, même si elle est redevenue, elle, transatlantique en faisant le chemin inverse de Raseo, puisque nous venons d'annoncer la constitution de la branche européenne de Raseo Brands. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un vrai succès. On a pu trouver de très beaux investissements et les perspectives restent très soutenues parce qu'il y a un deal flow très riche également aux États-Unis. On a maintenant une belle équipe que nous avons renforcée avec des acquisitions faites localement. On a aujourd'hui 17 personnes aux États-Unis, dont évidemment l'immense majorité est aujourd'hui constituée d'Américains et non plus d'Européens qui sont partis aux États-Unis. Donc voilà, donc de très belles perspectives, de très belles réalisations et de très belles perspectives pour la suite de Raseo aux États-Unis. Alors nous avons d'autres questions sur l'international et quelles sont vos priorités? Alors donc plus largement, pas uniquement sur les États-Unis, mais quelles sont vos priorités quand vous investissez à l'international et quelles sont les possibilités qui vous sont offertes? Alors si vous le permettez, je répondrai à 2 niveaux. D'abord au niveau de Raseo, nous voulons accélérer notre développement en Europe. J'ai parlé de Daseo par exemple que Euraseo Patrimoine a lancé en joint venture en Espagne.
On pourrait avoir d'autres projets dans des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne ou le Benelux. Il y a un champ d'investissement qui est très intéressant et qui est très riche dans ces géographies-là. Le deuxième niveau, c'est au niveau des sociétés du groupe Eurazeo, sociétés que nous aidons et que nous accompagnons dans leur développement. Nous avons chez Eurazeo une équipe à Shanghai, une équipe à Sao Paulo, on a des équipes dans différentes géographies. Et le rôle de ces équipes aujourd'hui, en tout cas au moment où nous nous parlons, ce n'est pas d'investir dans des entreprises asiatiques ou d'Amérique latine, mais c'est d'accompagner les sociétés de notre portefeuille, celles pour lesquelles ça fait du sens, à se développer dans ces géographies-là. Ça fait partie du service que Eurazeo apporte à ces sociétés. Donc un vrai développement international, aussi bien au niveau d'Eurazeo qu'au niveau des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. Alors, une question un petit peu technique, je vais la lire parce qu'elle est un petit peu longue, mais c'est un actionnaire qui vous connaît bien manifestement. Une question sur la gestion pour compte de tiers. Eurazeo détient 58% du capital de la société IM Global Partners, société qui affiche 7,3 milliards d'euros d'encours sous gestion. Or, les encours de gestion ne semblent pas repris dans le calcul des actifs sous gestion totaux. En revanche, elles figurent bien dans les charges opérationnelles au sein de la rubrique contribution de l'activité de gestion d'actifs. Qu'en est-il ? Alors oui, effectivement, c'est sûrement un actionnaire qui nous connaît bien. Nous sommes actionnaires majoritaires d'une société qui s'appelle donc IM Global Partners, dont l'objectif c'est de prendre des participations minoritaires dans des grands fonds ou sociétés d'investissement aux États-Unis, diversifiés, et de les accompagner dans leur développement et de leur apporter également une plateforme de distribution en Europe. Cette société a pris déjà 4 participations dans des fonds et notre quote-part par transparence des actifs de ces sociétés serait de 7,3 milliards d'euros. AM Global Partners, par contre, ne contribue pas à la gestion de ces sociétés. C'est un actionnaire qui a un droit aux résultats des sociétés dans lesquelles elle investit. Pour cette raison-là, il ne nous a pas paru pertinent de comptabiliser ces 7,3 milliards en plus des actifs sous gestion que nous communiquons, c'est-à-dire les 17 milliards d'euros. Ça va faire un peu de gonflette. Oui, chez Eurazeo, on ne cherche pas à faire de la gonflette, on est plutôt prudent, vous savez, dans notre communication. Donc effectivement, ça n'est pas pris en compte. S'agissant des charges et des produits, les deux, bien sûr, sont pris en compte. AM Global Partner est très rentable et nous avons sur la ligne commission de gestion, les commissions de AM Global Partner et puis effectivement dans les charges correspondandes. Mais l'ensemble est très rentable. Alors, toujours pour rester dans le domaine de l'investissement, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la concurrence qui peut exister entre les différents acteurs de private equity pour investir dans des sociétés de qualité et la hausse du prix des actifs. Est-ce qu'il vous est arrivé de finalement renoncer à une opération malgré toute la séduction que pouvait avoir l'actif en question et la certitude que vous pouviez avoir de pouvoir en dégager beaucoup de valeur? Malheureusement, ça nous est arrivé fréquemment. Et je dirais c'est normal. Si ce n'était pas le cas, c'est probablement qu'on paierait trop cher nos actifs. Je pourrais vous citer plein d'exemples. Il y en a 3 importants au cours des 3 derniers mois où on était vraiment en phase finale. Quand on est en phase finale, c'est que les équipes ont travaillé pendant des mois de façon très très sérieuse. Vous y avez contribué beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Voilà. Et puis à la fin de la journée, les prix qui finalement ont été proposés pour ces actifs ne nous paraissaient pas réalistes. Donc on a préféré passer. Je crois que c'est un vrai signe de courage parce que, vous savez, dans notre métier, quand des équipes ont travaillé nuit et jour, week-end compris, pendant des semaines et des semaines sur un projet d'investissement, ce projet finit par avoir une espèce de dynamique propre. Et il faut être, je le redis, assez courageux pour dire à un moment donné « stop, j'arrête ». D'autant plus que, en réalité, ce ne sont pas des gros montants à la fin de la journée, vous voyez. Un actif qui vaut, je ne sais pas, 500 millions par exemple, on vous demande peut-être de passer à 510 millions. Qui peut dire aujourd'hui la vraie valeur d'une société à 10 millions près. Et donc il faut quand même avoir ce courage de s'arrêter en fin de course en disant non, tant pis, celui-là est trop cher, c'est pas pour moi, on referme, on passe à la suite. Alors, un actionnaire, lui, s'intéresse à l'actif net réévalué, dont vous nous avez parlé, et alors, c'est
c'est pas le passé qui l'intéresse, c'est l'avenir, puisqu'il veut savoir si vous serez en mesure de le doubler d'ici à 5 ans. Alors notre objectif, mais c'est un objectif, ça n'est pas une guidance, c'est une croissance de l'actif net réévalué par action, dividendes compris entre 10 et 15% par an en moyenne. Il y a des années plus fortes, des années plus faibles, mais c'est notre objectif. Donc si on fait le calcul, compounded, c'est peut-être pas en 5 ans, mais en 6 ans ou 7 ans qu'on pourrait envisager de doubler l'actif net réévalué. Encore une fois, dividende compris, donc il faut déduire de ça le dividende que nous versons à nos actionnaires tous les ans et qui se monte aujourd'hui à un peu moins de 100 millions d'euros, donc c'est quand même une somme importante. Et alors, concernant le pôle Eurazeo Patrimoine, pouvez-vous nous dire, s'interroge un actionnaire, quel montant vous voulez investir d'ici 3 ans? 200 millions, 300 millions? Alors, je pense qu'en 3 ans, nous investirons probablement plus de 200 ou 300 millions au travers d'Eurazeo Patrimoine. C'est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités. Si vous le permettez, je fais juste une parenthèse sur Eurazeo Patrimoine. Eurazeo n'investit pas dans des immeubles, dans des très beaux immeubles complètement développés, dans le quartier central des affaires à Paris, par exemple, avenue Montaigne ou dans des endroits comme ça. Non pas qu'on n'aime pas ces quartiers-là, mais simplement parce que le rendement généré par ces investissements est aujourd'hui très faible, ces actifs se payent très cher, donc le rendement est très faible, et nos actionnaires n'investissent pas chez Eurazeo pour des rendements aussi faibles. Donc ce qu'on essaye de trouver pour Eurazeo Patrimoine, ce sont des actifs qui ont une dominante ou une composante immobilière très importante, mais sur lesquels il y a un vrai travail de transformation, ce qui nous permet d'envisager des rendements pour nos actionnaires qui sont effectivement attractifs au niveau de ce qu'attend Eurazeo, c'est-à-dire des rendements, je dirais, à 2 chiffres. Et dans Eurazeo Développement, vous êtes en mesure de... Enfin, comment l'ANR est calculé? Alors chez Eurazeo Développement, aujourd'hui, les 2 grandes composantes d'Eurazeo Développement, ce sont nos investissements dans Idinvest et dans Rhône. Comme ces 2 investissements ont moins d'1 an d'âge au sein de notre portefeuille, comme pour tous nos investissements, nous les avons gardés sur la base du coût. Ensuite, évidemment, dans l'avenir, la question se posera de savoir quelle est la vraie valeur de ces investissements. Et c'est pour ça que nous avons fait évoluer notre compte de résultat et que nous présentons le résultat de l'activité d'asset management, de gestion d'actifs d'Eurazeo et de son résultat en particulier pour donner à nos actionnaires, à nos investisseurs, les éléments chiffrés dont ils auront besoin pour proprement valoriser cette activité. D'accord. Toujours sur l'ANR, parce qu'on a quand même pas mal de questions à ce sujet. En 2017, en 2018, pardon, ça a été une bonne surprise pour les actionnaires. Vous avez été en situation de surcote, alors que vous êtes plutôt en général... il y a une décote entre le cours du bourse et la valeur de l'actif net. Bon, on est revenu en décote à la fin de l'année, et puis maintenant cette décote tend à se réduire, vous l'avez indiqué, mais à votre avis, quel serait le catalyseur, demande un actionnaire, qui pourrait réduire la décote en 2019? Je crois que c'est fondamentalement l'évolution du métier d'Eurazeo. Quand on regarde l'évolution de la décote au cours des 10 dernières années, et si je le découpe en 3 tranches, si vous voulez, il y a 10 ans entre 2000, même pas 10 ans, entre 2011 et 2013, la décote moyenne était de l'ordre de 30-35%. Entre 2014 et 2016, on était plutôt autour de 20%. Au cours des 3 dernières années, la décote est autour de 15%. Avec effectivement, comme vous le rappeliez, il y a eu une pointe où on était... effectivement en surcote, mais elle a duré très peu de temps, je crois que c'était en mai ou en avril de l'année dernière. Donc la décote tendanciellement se réduit et le regard du marché, le regard des analystes change profondément. Et là où il y a encore peu d'années, en fait, les notes d'analystes étaient assez simples, en fait. C'était l'actif net est à X, après une décote de 25%, le cours devrait être à Y. Aujourd'hui, je le rappelais tout à l'heure pour la note de Société Générale qui est parue ce matin, mais d'autres notes, HSBC, d'autres grandes institutions vont dans cette direction.
fixe des objectifs de cours sans décote pour Eurazeo, ce qui au fond ne fait que traduire la surperformance historique d'Eurazeo par rapport à son marché. Quand vous avez un actif, une société qui, au fil du temps, génère des retours supérieurs au marché, il n'y a aucune raison pour que cette société se traite avec une décote par rapport à son actif net. Alors, un actionnaire, toujours sur cette question de l'actif net réévalué, qui intéresse beaucoup les actionnaires, lui veut savoir si votre objectif de croissance de l'actif net réévalué par action de 10 à 15% par an inclut les rachats d'actions. Alors ça c'est une question qui est un tout petit peu technique. L'actif net réévalué par action, c'est la division de l'actif net calculé en millions d'euros divisé par le nombre d'actions. Qu'est-ce qui se passe quand je rachète mes actions ? Je vais dépenser de l'argent, donc le numérateur va se réduire du montant dépensé pour acheter ces actions, et le dénominateur, lui, comme j'annule ensuite ces actions, va aussi se réduire. Et ce qui fait que ce mécanisme de rachat d'actions est relutif pour nos actionnaires, c'est que quand j'achète des actions avec une décote par rapport à l'actif net réévalué, comme c'est le cas encore aujourd'hui, eh bien cette décote disparaît sur les actions que j'ai rachetées. J'en ai racheté pour, encore une fois, 64 millions l'année dernière, 1,3% du capital. Et donc, c'est positif pour tous nos actionnaires. Et donc, bien sûr, on en tient compte dans le calcul. Alors, ça joue sur quelques pourcents, mais quand même, ça fait une petite différence qui est significative. Et tant que Eurazeo a des ressources financières importantes, quand on a une trésorerie importante et une décote par rapport à l'actif net réévalué, eh bien, ça peut faire du sens de racheter ces actions et de les annuler dans des montants, bien sûr, raisonnables. D'accord. Bon, vous avez abordé la question, mais un actionnaire la pose et c'est peut-être bien de le rappeler, peut-être même pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. La distribution gratuite d'actions pour cette année, vous la confirmez ? Absolument. Nous distribuerons, comme nous l'avons fait l'an passé, l'année d'avant, etc., une action gratuite pour 20 cette année. Alors, je rappelle que Eurazeo, contrairement à d'autres, fait une attribution gratuite chaque année. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas. Jusqu'à présent, nous faisons une action gratuite chaque année. Oui. D'accord. Revenons sur votre activité d'investisseur. Chez Eurazeo Croissance, demande un actionnaire, combien de temps gardez-vous vos sociétés ? 2 ans, 5 ans ? Combien de sociétés pouvez-vous accompagner au maximum ? Ça, c'est une question intéressante, je trouve. Chez Eurazeo Croissance, nous gardons les sociétés pour des durées qui peuvent être assez variables. Il y a dans le périmètre d'Eurazeo Croissance quelques sociétés qui sont dans le périmètre depuis de nombreuses années, plus de 5 ans pour certaines d'entre elles. Mais c'est vrai que pour beaucoup de ces jeunes pousses qui ont une étape très rapide de croissance, la durée est en moyenne plus courte. PeopleDoc, dont je parlais tout à l'heure, qui a été cédé par Eurazeo Croissance l'an dernier. Je rappelle 2,5 fois cash on cash l'investissement, 41% de taux de rendement interne. Nous l'avons gardé une petite paire d'années, si vous voulez. Donc effectivement, là, ça peut être un peu plus rapide, mais ça correspond bien au rythme de ces sociétés qui ont des tours de financement qui se succèdent avec des investisseurs qui peuvent être différents à chaque tour de financement, chacun apportant quelque chose de nouveau à cette entreprise. Il y avait une deuxième partie dans votre question. Oui, combien de sociétés pouvez-vous accompagner au maximum ? Combien de sociétés ? Écoutez, nous pouvons accompagner un nombre de sociétés qui peut être assez variable parce que c'est plus dicté en fait par les opportunités d'investissement et s'il le faut, on peut augmenter progressivement les équipes. Il y a une évolution majeure qui se produit en ce moment pour Eurazeo Croissance. Eurazeo Croissance, c'est la seule business unit chez nous qui avait son pendant chez Idinvest. Idinvest avait une branche qui s'appelle Idinvest Growth, qui est le pendant d'Eurazeo Croissance. Et donc, nous sommes en train de travailler à organiser, à combiner ces deux entités pour en faire le grand acteur européen du segment Growth et pour lequel nous avons de grandes ambitions de levée de fonds, notamment en 2019 et 2020, sur cette activité. Donc là, ça va permettre
d'aller beaucoup plus loin, d'accélérer le développement de ce segment croissance cette année et l'année prochaine. Bien, je vais revenir sur le dividende. On va peut-être prendre une dernière question, mais celle-là vient d'apparaître. Le fait que vous génériez plus de revenus récurrents va-t-il changer votre politique de dividende? C'est une bonne question, mais je ne peux pas y répondre maintenant puisque le dividende pour cette année a été arrêté par le Conseil de surveillance et sera proposé à l'Assemblée générale. Pour les années futures, la question effectivement reste ouverte. D'accord. Et en ce qui concerne les levées de fonds, vous avez un objectif pour 2019 ou... Alors, chacune de nos branches a bien sûr un objectif qui lui a été fixé et nous y travaillons. Mais on aimerait bien continuer de s'inscrire en croissance par rapport aux levées de fonds réalisées en 2018 pour continuer d'accélérer le développement de la gestion de fonds pour compte de tiers. Très bien, écoutez, je crois qu'on a bien couvert tout ce que vous aviez à dire et toutes les questions que les actionnaires avaient ce soir. Est-ce que vous souhaitez nous donner un petit mot de conclusion avant que nous rendions l'antenne? Oui, écoutez, je voudrais évidemment d'abord remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés ce soir. J'espère que cette communication vous a été utile. J'espère qu'elle a pu répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'email actionnaire@euraseo.com et nous serons très heureux d'y répondre. Et dans l'intervalle, je vous donne rendez-vous le 26 juillet pour la prochaine webconférence d'Euraseo. Alors, pardon, le 26, on le fera un vendredi soir. Nous communiquons nos comptes au marché le vendredi matin. Donc on n'avait pas d'autre possibilité. J'espère que ça vous sera malgré tout possible de le faire, d'être présent en même temps que nos autres actionnaires pour cette webconférence. Entre-temps, il y aurait eu l'Assemblée générale. Et entre-temps, nous avons effectivement l'Assemblée générale le 25 avril au pavillon Gabriel à Paris. Très bien, merci beaucoup Philippe, merci à tous pour votre présence et puis donc rendez-vous est pris pour le 25 avril et le 26 juillet. Merci Aldo. Bonsoir.